A contrario, elle est sujette à caution ou vraiment rejetée dans, je dirais, deux situations qui me semblent être assez... Enfin, reprendre l'ensemble de ce que j'ai vu. Premièrement, quand elle ne démontre pas sa plus-value par rapport au présentiel, c'est une alternative, je dirais, de confort. Et il n'y a pas, enfin, aucune des conditions que j'ai évoquées précédemment n'est retenue. Il n'y a pas d'impérieuse nécessité, il n'y a pas de conviction, etc. C'est-à-dire qu'elle n'est absolument pas portée. Donc, du coup, elle se trouve en concurrence avec d'autres modalités de formation qui sont plus classiques, qui sont plus traditionnelles, qui ont fait leurs preuves, et personne ne va prendre de risques. Et puis, deuxième situation, et là je pense qu'on va toucher du doigt ce que vous avez souligné tout à l'heure, c'est-à-dire quand le financeur, qui dans cette situation est souvent un tiers payant, a le sentiment que la formation lui échappe, ou bien que par cette modalité-là, on pourrait échapper aux règles du jeu. Je m'explique un peu mieux. Il y a des soupçons de la part de l'employeur ou du financeur quand il se dit, quand la question clé devient celle du contrôle, qui est celle que vous devez entendre des milliers de fois, est-ce que c'est bien l'apprenant qui est là, l'apprenant à distance? Qu'est-ce qui me prouve que c'est lui, pas son ami, pas son cousin, pas son voisin, pas... Voilà. Donc, qu'est-ce qui me prouve que c'est lui ou elle? C'est-à-dire que, du coup, l'absence physique de la personne est vraiment perçue comme un handicap. Donc ça, c'est vraiment une question de gestion. Parce qu'on se fiche éperdument enfin, votre financeur se fiche éperdument de la qualité de ce qu'il va faire. Ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que c'est bien la personne, est-ce qu'on est dans les règles du jeu, du contrôle. Deuxième soupçon, et là, il est un petit peu plus subtil, ça peut être une énorme résistance aussi de la part des partenaires sociaux. Derrière la résistance des partenaires sociaux, il y a deux choses. Partenaires sociaux, quand je dis partenaires sociaux, entendez-moi bien, on est dans le jeu de ce fameux système de dispositifs. Partenaires sociaux égale administrateur d'OPCA, égale administrateur de FONGECIF, et jusqu'au regroupement des OPCA, ça veut dire énormément de monde. Quand monsieur disait il faut les former, oui, mais voilà, tous ces administrateurs, ils tournent, c'est pas leur boulot au début. Tous les 3 ans, tous les 4 ans, enfin, il y a moins de fois formés, je suis d'accord avec vous, mais tout le temps la question revient parce qu'ils ne sont pas trop, je dirais, c'est pas leur boulot de savoir ça. Et il y a deux choses qui embêtent les partenaires sociaux, au fond, dans la FOAD. Il y a deux choses qui ne vont pas forcément le dire, mais est-ce que, et le soupçon revient, est-ce que organiser de la FOAD de la part d'une entreprise, dans l'entreprise, peut-être sur le poste de travail, alors que normalement ça doit être hors du poste de travail, est-ce que ce ne serait pas du travail déguisé par hasard? Donc, évidemment qu'on ne va pas encourager, en tant que partenaires sociaux, des formes de formation qui sont de la formation où le salarié risque d'être dérangé toutes les 10 minutes, etc. Donc là, vous avez des positions assez claires, je dirais des prises de position, des jeux de rôle, qui font que derrière la FOAD se posent d'autres questions sur à quoi sert la formation, comment elle est faite, dans le travail, dans quelles conditions, et qui nous ramènent à des rapports de force entre l'employeur et le salarié, et toutes les représentations qu'il y a par rapport à la formation. Et puis, la deuxième chose, c'est exactement l'exemple qui a été pris tout à l'heure. On ne va quand même pas payer quelqu'un à se former à son domicile.